Voilà, donc peut-on se passer de morale? C'est-à-dire que je vais reprendre la méthode avec l'analyse paradoxale, qui se termine avec une récapitulation de la problématique, l'analyse sémantique, avec une deuxième récapitulation de la problématique qui en fait devient véritablement un plan. Donc voilà en quoi consiste corriger. Alors tout d'abord, regardons ce sujet sous l'angle paradoxal, première partie, analyse paradoxale de cet énoncé, peut-on se passer de morale? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Donc, on peut effectivement considérer cette question comme une question paradoxale dans la mesure où, évidemment, on voit mal comment les hommes pourraient se passer de morale. On voit mal donc comment les hommes pourraient se passer de morale. Donc il y a une évidence première qui est une réponse négative à cette question. Alors pourquoi cette évidence première? Expliquons-la avant, dans un troisième temps, de la remettre en question. Donc je passe à un deuxième moment de cet angle paradoxal avec l'explication de cette évidence première. Non, on ne peut pas se passer de morale. Alors mon explication, elle sera d'abord factuelle, c'est que dans toutes les sociétés humaines, on trouve en effet des morales. Dans toutes les sociétés humaines, on trouve en effet des morales. Et pour cause, je reviens sur des choses, peut-être ne notez pas tout parce que vous le savez, pour cause, c'est que la première définition du mot et sa première étymologie, mos mores, nous rappelle que la morale, c'est l'ensemble des us et coutumes d'un pays donné. La morale définit donc les manières d'être et les manières de faire. Si on précise un peu l'explication, ce sera un deuxième point dans ce deuxième temps. Plus précisément, la morale sociale prend la forme d'un ensemble de règles. Donc elle prend la forme d'un ensemble de règles qui ont, comme toutes les règles, une fonction de délimitation. Donc la règle, c'est vraiment penser au trait que vous tirez avec une règle. Hein. Vous délimitez deux espaces sur un tableau si vous tracez avec une règle une ligne. Hein. Donc cet ensemble de règles, la règle ayant conceptuellement une fonction première qui est la fonction de délimitation, c'est aussi donc la morale sociale, un ensemble de devoirs et d'obligations. Un ensemble de devoirs et d'obligations que tout individu se doit de respecter dans une finalité qui est très précise et qui justement va peut-être pouvoir être travaillée, hein, dans une finalité qui est celle de l'ordre et de l'harmonie sociale. Et donc, si la morale sociale est un ensemble de règles, de devoirs et d'obligations nécessaires à l'ordre et l'harmonie sociale, eh bien, on craint, et c'est la conséquence, on craint bien évidemment que sans la morale,
la société humaine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, devienne anarchique. Donc que la société humaine devienne anarchique, qu'elle devienne, si vous voulez, pour pas trop se méprendre sur ce terme d'anarchie, que je prends non pas en son sens politique, qui constitue de nobles doctrines politiques, mais en son sens courant, de désordre social, la société devenant alors un lieu de débauche où les désirs humains, où les pulsions humaines n'auraient pas de limite. Et vous avez eu raison sur ce sujet d'introduire et de relier ça au concept de désir. Vous remarquerez donc, troisième point, dans cette explication de l'évidence première, que on pense donc la nécessité d'une morale, en l'appuyant sur une certaine représentation de l'homme. Donc on pense donc la nécessité d'une morale en l'appuyant sur une certaine représentation de l'homme comme étant un être qui serait naturellement mauvais ou qui serait naturellement amoral et qu'il faudrait donc moraliser, humaniser, redresser, en quelque sorte, remettre dans le droit chemin. Telle est donc l'évidence commune, et avec elle l'ensemble des poncifs, l'ensemble des idées reçues, qu'il va falloir évidemment soumettre au doute, interroger, questionner, remettre en question, etc. Je voudrais juste ajouter un dernier point dans ce deuxième moment de l'explication de l'évidence première. Ajoutons que l'histoire confirme cette omniprésence des morales. Donc ajoutons que l'histoire confirme cette omniprésence des morales, puisque les grands systèmes moraux ont d'abord été rattachés au système religieux. Donc les grands systèmes moraux ont d'abord été rattachés au système religieux, et donc là il faut remonter très très loin, par exemple avec la loi mosaïque, les 10 commandements du prophète Moïse, donc la loi mosaïque, qui est au fondement de ce qu'on appelle la morale judéo-chrétienne. Morale judéo-chrétienne, donc, qui a dominé en Occident jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà pour... j'avance lentement. Je vous engage d'ailleurs, surtout quand vous faites des exercices, à avancer le plus lentement possible. Parce que une de vos premières difficultés, je crois que c'est que vous allez beaucoup trop vite et que du coup, vous passez à côté des choses qui vont vous permettre de mieux cerner les problèmes. Vous voyez quand même que je commence là où certains ont terminé leur dissertation.
Donc, quand vous avez terminé un devoir en me disant que les morales sont nécessaires, ma brave dame, parce que dans une société, s'il n'y a pas de morale, ça va être l'anarchie, c'est un peu léger au niveau de la réflexion. En fait, c'est un gros poncif. Voilà, c'est une grosse idée reçue. Donc, je crois qu'il faut bien que vous compreniez qu'il y a un ordre dans la réflexion et que il va falloir à chaque fois aller voir l'étape suivante. Et que globalement, si on vous demande un plan en 3 parties, c'est qu'il y a vraiment 3 moments qui à chaque fois constituent un énorme progrès de la réflexion, qui va plus loin, qui remet en question, qui réexamine. Réfléchir, je vous rappelle que c'est revenir sur ce qu'on a dit pour justement le mettre en question et aller plus loin. Donc il faut que vous ayez, pour le concours blanc, où les sujets seront beaucoup plus proches des cours, pour ne pas vous mettre en difficulté, moi j'ai absolument pas l'intention, on est suffisamment en difficulté comme ça avec les conditions sanitaires, et je mesure bien que pour vous c'est compliqué, donc j'ai pas envie de vous mettre en difficulté, mais j'aimerais qu'enfin vous ayez quelques réflexes fondamentaux, vous commencez à les acquérir, parce que pratiquement tout le monde propose une problématique en 3 temps. Souvent la problématique, en fait, elle tombe du ciel. Il n'y a pas eu d'analyse ou pas d'analyse suffisante, alors elle n'est pas bonne, mais quand même, c'est un pas en avant par rapport à certains premiers devoirs. L'autre pas, c'est d'essayer de ne pas terminer sa copie sur une banalité, d'essayer de ne pas terminer sa copie sur un commencement. C'est pour ça que c'est important cette approche paradoxale, parce que l'approche paradoxale, elle vous donne immédiatement l'évidence première. Et après, bah oui, c'est compliqué, parce qu'il faut la remettre en question. Alors je passe à ce 3e temps de l'analyse paradoxale, pour dire que, pour remettre en question l'évidence première, puisque en fait cette évidence première, elle est assez vite mise à mal. On peut assez vite la remettre en question. Et je vais procéder à 3 remises en question. Donc ce seront les 3 moments, les 3 points, si vous voulez, de ce 3e moment. D'abord, premièrement, l'étymologie, rappelée plus haut, Mos Mores, l'étymologie du terme de morale demeure très étroite et évidemment très superficielle. Donc cette étymologie demeure très étroite et très superficielle et, en d'autres termes, on ne peut pas s'en tenir à l'idée que la morale serait seulement un ensemble d'us et coutumes. Donc on ne peut pas s'en tenir à cette définition. La morale déborde largement, très largement, la question, évidemment, des us et coutumes, la question des manières de se comporter dans une société. Alors, quand je dis que la morale déborde très largement ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'elle engage plus profondément la question des valeurs, et pas seulement celle des règles et des obligations sociales. Donc elle engage plus profondément la question des valeurs et des valeurs du bien et du mal. Et à ce titre, il apparaît assez vite évident que les règles extérieures ne suffisent évidemment pas
à inculquer ces valeurs. Donc il apparaît vite évident que les règles extérieures ne suffisent pas à inculquer ces valeurs, et encore moins à engager les hommes à les suivre. Encore moins donc à engager les hommes à les suivre. Et on est obligé de constater, avec Kant en particulier, on reviendra sur son exemple du marchand, on est obligé de constater qu'un homme peut suivre les règles de la morale sociale. Un homme peut suivre les règles de la morale sociale en étant profondément immoral. Et c'est l'exemple du marchand qui est honnête par intérêt. C'est l'exemple kantien du marchand qui est honnête pour conserver ses clients. Et non pas parce que l'honnêteté est un devoir. Et à l'inverse, il est évident qu'un homme peut transgresser la morale sociale. Il est évident qu'un homme peut transgresser la morale sociale et les règles et obligations de la morale sociale par souci d'une exigence morale plus haute, par souci d'une exigence morale plus profonde. C'est par exemple le cas de celui qui décide de mentir pour protéger un ami d'un danger imminent. Donc, une fois que je fais le constat, pensez toujours à reformuler la question. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous aidera à mieux construire vos problématiques. La problématique, elle ne doit pas arriver à la fin de l'introduction avec 3 questions qui sont posées les unes à côté des autres. Ça, c'est vraiment, il faut absolument éviter ça. Alors, c'est mieux qu'une seule question, bon, mais ça reste mauvais. Voilà, ça reste mauvais. Donc, vous ne pouvez pas avoir la moyenne à un devoir si vous procédez de cette façon-là. Donc, la problématique, si vous voulez, c'est quelque chose qui se construit au fil de l'analyse. C'est pour ça qu'il faut le faire au brouillon et qu'après, il faut partir de votre brouillon et regarder comment vous allez construire votre introduction. D'abord, regardez quelles sont les questions de la problématique que vous allez conserver, comment vous allez bien les expliciter, parce que je rappelle qu'une question n'est pas un problème et qu'un problème n'est pas une problématique. Donc, il y a des étapes. Il faut poser des questions. Après, il faut montrer que ces questions engagent des problèmes. Il faut expliciter ces problèmes. Et après tout ça en même temps, si vous voulez, il faut articuler les problèmes entre eux pour bien montrer qu'à chaque fois, on avance et que la réflexion va plus loin, plus en profondeur, plus loin des préjugés, plus loin des opinions élémentaires, et qu'elle questionne les concepts. Voilà, donc il faut trouver un plan, si vous voulez, qui va mettre en valeur cette progression de la réflexion. Donc moi, je prends un peu de temps, mais voilà comment je reformule tout ce que je viens de dire. Ainsi, une morale qui prendrait la forme d'un ensemble d'us et coutumes,
Une morale qui prendrait la forme d'un ensemble d'us et coutumes, venant régler les conduites humaines, afin d'assurer un ordre social, est-elle indispensable? Est-elle indispensable? La vraie morale n'est-elle pas plutôt la capacité morale de l'individu? N'est-elle pas plutôt donc la capacité morale de l'individu de juger du bien et du mal en son âme et conscience? Donc, capacité morale de l'individu de juger du bien et du mal en son âme et conscience. En d'autres termes, n'y a-t-il pas de morale qu'individuelle et intériorisée? N'y a-t-il pas de morale qu'individuelle et intériorisée? Mais, donc là, on voit bien qu'il y a un premier temps qui se dessine, mais, deuxième temps, dans cette vision, la question ne se pose-t-elle pas à nouveau? Donc, mais dans cette vision, qui nous a fait passer d'une morale sociale à une morale individuelle, d'une morale extérieure à une morale intérieure, la question ne se pose-t-elle pas à nouveau? Peut-on se passer d'une moralité profonde de l'individu? Peut-on se passer d'une moralité profonde de l'individu? Alors, comme je décortique tout, vous voyez qu'ici, il y a un élément sémantique qui apparaît. Évidemment, vous, dans une introduction, vous avez le droit de mélanger l'approche paradoxale, sémantique, vous faites intervenir vos remarques d'analyse au moment où elles vous semblent intéressantes pour amener votre problématique telle que vous l'avez choisie. Enfin, les 3 moments de la problématique tels que vous les avez choisis. Vous voyez bien que ce sujet, il était indéterminé, le sujet était indéterminé. Puisque c'était le « on » indéterminé. Et donc, la question, évidemment, qu'on pouvait se poser, enfin, qu'on devait se poser, à mon sens, c'est quand on se pose la question de savoir si on peut se passer de morale, à quel niveau est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe au niveau du « on » au sens de l'humanité tout entière? Est-ce qu'on se situe au niveau du « on » au sens du groupe social, le nous, en fait, le on comme nous, comme société, ou bien est-ce que on se situe au niveau de l'individu dans son rapport à la morale? Et il se trouve que vous pouviez très bien, par exemple, montrer qu'une société peut se passer de morale, mais qu'en revanche, un individu, lui, ne peut pas se passer de morale. Ou vous pouviez très bien vous situer au niveau de l'humanité et de jouer sur des réponses différentes parce que vous jouiez sur des niveaux différents. Et ça a du sens puisque ça a du sens par rapport au caractère problématique du terme de morale. Alors j'y reviendrai plus loin. Parce qu'évidemment, quand vous avez tout mélangé, à partir du moment où vous mélangez tout, à partir du moment où vous mélangez le niveau de l'individu, le niveau de la société, le niveau de l'homme comme genre humain, d'abord vous pouvez pas avoir des problèmes précis, et surtout vos arguments sont imprécis. Parce qu'un argument, il peut pas valoir, quand vous développez un argument, il peut pas valoir à la fois pour l'homme, la société et l'individu. Donc, et quand vous utilisez des références,
ce que, évidemment, vous avez eu raison de faire, il fallait toujours vous interroger sur à quel niveau se place le philosophe. Et quand vous avez pris l'exemple de sagesse, est-ce que la sagesse stoïcienne, la sagesse épicurienne, est-ce qu'elle s'adresse à l'homme ou est-ce qu'elle s'adresse à l'individu qui veut devenir sage ou est-ce qu'elle s'adresse à la société? De quelle morale parle-t-elle? Alors je vais revenir d'ailleurs sur un contresens que j'ai vu dans plusieurs copies, c'est que pour certains, la voie de la sagesse est une voie différente de la voie de la morale. Et donc j'ai pu voir que Épictète était immoral. Parce qu'en fait, il se passe de ce qui ne dépend pas de lui et la morale sociale ne dépend pas de lui. Alors relisez le cours, hein, ça vous évitera de faire des contresens énormes. D'abord, les stoïciens se plient aux lois de leur pays et à la morale sociale. Mais en effet, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas changer les règles sociales, donc ils les acceptent et ils s'y plient. Et ça ne les empêche pas d'avoir tout un cheminement intérieur sur la question du bien et du mal. Donc évidemment, le stoïcien, et c'est ça qu'on peut critiquer dans le stoïcisme, il essaye, dirait ma grand-mère, de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire il essaye à la fois de penser une morale individuelle, mais en même temps d'accepter une morale sociale. Donc c'est le « en même temps », vous savez, très célèbre. Alors même que ça pose problème quand même. Ça pose problème parce qu'il peut y avoir conflit entre ma morale intérieure, mon âme et ma conscience morale, et puis les lois de mon pays ou les règles de mon pays. Alors, deuxième remise en question de l'évidence première selon laquelle la morale est sociale et la société ne pourrait pas se passer de la morale. Ensuite, donc, deuxièmement, que vaut l'argument commun? Celui de dire que sans morale, la société deviendrait un chaos. Donc, que vaut cette idée, cet argument selon lequel, sans morale, la société deviendrait un chaos? Et ça m'amène à de nouvelles questions. L'homme est-il par nature si mauvais? L'homme est-il par nature si mauvais qu'il faille régler sa conduite par des règles morales? Donc, est-il si mauvais qu'il faille régler sa conduite par des règles morales, par des obligations morales? C'est-à-dire, ne peut-on pas se représenter l'homme naturel comme un être amoral et non pas immoral? Bravo à ceux qui ont pensé à cette distinction fondamentale, évidemment. Donc, ne peut-on pas se représenter l'homme naturel comme un être amoral et non pas immoral, voire comme un être moral? Et, allons jusqu'au bout, et si l'homme a naturellement un comportement moral, si l'homme a naturellement un comportement moral, évidemment, il faudra donc regarder les enfants. Hein, ça pose la question de l'éducation. S'il a naturellement un comportement moral, alors à quoi bon une morale? Comprenez, à quoi bon une morale? C'est-à-dire à quoi bon formuler des règles morales? À quoi bon formuler des règles morales si les hommes sont capables de respecter naturellement
certains principes de bien et de justice. Et comme vous le savez, ce sera précisément la position de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, qui est de nous dire il y a une morale naturelle, elle est bien meilleure que la morale sociale, et comme on ne peut pas revenir à l'état de nature, eh bien il faut que la morale sociale imite cette morale naturelle, il faut qu'elle se rapproche le plus possible de cette morale naturelle. Cela passe pour Rousseau par un projet politique, juridique et pédagogique. Si déjà l'éducation réussit à ne pas pervertir l'enfant, elle n'aura pas tué ce qu'il y a de bon en lui. Deuxième temps du questionnement. Je m'arrête jamais à un questionnement. Prenez ce pli aussi, c'est des réflexes en fait, ce sont des mécanismes. Donc là, j'explicite le plus possible. Souvent d'ailleurs, l'explicitation me permet immédiatement d'accrocher avec une référence. C'est pour ça que vous pouvez aussi, quand vous avez une référence, faire le cheminement inverse. Hein. Ça peut servir aussi à ça, les références. Et après, je remets en question. J'essaye d'aller plus loin à chaque fois. Donc je remets en question le questionnement, hein, de façon à trouver cette charnière qui va en fait me permettre, parce que c'est ça le plus difficile, c'est de trouver la charnière entre les pôles, les trois pôles de la problématique. Donc il faut les chercher, ces points charnières. Alors d'où ce deuxième temps de questionnement, mais ces théories sur la nature de l'homme, ces théories sur la nature de l'homme ne sont-elles pas justement des constructions imaginaires? Ne sont-elles pas des constructions imaginaires? Par exemple, l'homme foncièrement mauvais, n'est-il pas une figure de la théologie augustinienne? Saint Augustin, les trois libidos, la perversité de l'homme, etc., etc. On est dans une construction imaginaire. Personne ne peut savoir ce qu'est la nature de l'homme. Et heureusement qu'à un moment donné, un philosophe nous dira, mais de toute façon, il n'y a pas de nature de l'homme. L'homme n'est que ce qu'il devient, l'homme n'est que ce qu'il fait de lui-même. Qui peut prétendre savoir ce qu'est la nature de l'homme? Et ça vaut pour saint Augustin, pour qui la nature est foncièrement mauvaise, pour Machiavel aussi. Certains ont pensé à la référence à Machiavel et souvent elle a été très fructueuse, comme quoi le sujet était éloigné un peu du cours, mais ceux qui assimilent bien les cours, et à un moment, vous avez en fait des références qui sont à votre disposition et vous allez les puiser. Et ça, c'est vraiment bien. Tout comme sur cette question d'ailleurs de la nature humaine, j'ai lu de très très bonnes choses sur Rabelais, Gargantua et Pantagruel, et effectivement, c'était complètement dans le sujet. L'abbaye de Thélème fait ce que voudra. Donc bravo, parce que ça veut dire que vous êtes capable aussi d'aller chercher les références littéraires et de fusionner le cours de philo avec le cours de lettres. Et ça, franchement, à cette période de l'année, c'est très encourageant. Parce que vous avez compris que vous ne cloisonnez pas. Voilà, vous avez une culture et vous allez chercher dans la culture, dans ce que vous avez appris, compris, assimilé, ce dont vous avez besoin.
Quand vous avez l'impression de ne pas avoir de référence, il y a un moment pendant les 4 heures de travail où vous devez passer en revue les auteurs. Donc vous les passez en revue très très rapidement dans votre tête et vous vous posez des questions. Qu'est-ce que tient Platon, Aristote, la mythologie grecque, l'humanisme du 15e et 16e siècle, la Renaissance, et et vous allez voir qu'en fait votre cerveau il est bien fait. Donc votre cerveau, si vous avez appris, en fait, bah, tout de suite il vous reconnecte et vous dites ah ben oui il y a cette référence, bah oui il y a ce texte, ah oui il y a cette œuvre, etc. Et vous notez. Et après vous allez utiliser ou pas utiliser, ça dépendra de votre plan détaillé. Mais ça va, c'est toujours intéressant de se dire, tiens, j'ai une référence, qu'est-ce que je peux en dire, où est-ce qu'elle pourrait m'amener dans ma réflexion, etc. Hein. Alors, troisième et dernière remise en question, et oui, Inès. Les œuvres artistiques, par exemple des peintures, c'est valable ou pas? Oui, tout dépend, toutes les références, qu'elles soient artistiques, littéraires, historiques, tout ce qui constitue la culture, tout constitue la culture. En fait, la culture, c'est autant l'histoire des techniques, pour ceux qui se passionnent peut-être d'histoire des techniques, que l'histoire des sciences, que l'histoire des arts, que l'histoire de la littérature, que l'histoire des religions, etc., etc. Alors après, on ne traite pas d'une référence artistique et littéraire comme on traite d'une référence philosophique. Ça ne prend ni tout à fait la même place dans la dissertation, et ça n'a pas tout à fait le même usage. Et la difficulté, je pense que petit à petit avec M. Billon, vous allez travailler là-dessus. J'ai oublié aussi toute la référence au 7e art et au cinéma. L'année prochaine, on ne va pas seulement vous donner une bibliographie, on va vous donner une filmographie, on va vous donner des références effectivement aux arts plastiques. Peut-être aux arts musicaux d'ailleurs aussi, enfin bon. La difficulté des références artistiques, c'est que vous ne pouvez pas simplement vous contenter de décrire un tableau. Il faut vraiment avoir fait un vrai travail de recherche sur le peintre, l'époque, le mouvement artistique, le tableau, éventuellement ce qu'on a pu écrire dessus. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on vous donnera la bibliographie pour l'été, parce qu'il y a un peu que sur des grandes vacances ou sur des vacances que vous pouvez faire de vraies recherches approfondies. Si votre référence, elle est trop superficielle, en fait, au mieux, elle ne vous apportera pas de points en plus. Au pire, si ça agace le correcteur, elle vous pénalisera. Donc, moi je vois en deuxième année surtout les étudiants commencent à en fait introduire des références artistiques et parce que le sujet est plus précis, les sujets sont plus précis, donc en fait et puis qu'ils ont travaillé aussi particulièrement en cours de lettres sous la forme d'exposés, je crois, un certain nombre de références. Donc entre autres ceux qui ont fait les exposés. Ceux qui ne les ont pas faits, je trouve que souvent c'est un peu compliqué la réutilisation de l'exposé des autres, mais ceux qui ont fait des exposés, généralement, ils ont fait une vraie recherche. Et eux, ils sont capables de réemployer les références sur lesquelles ils ont vraiment travaillé, en fait. J'arrête un peu ici parce que sinon...